un être qui du jour au lendemain va se mettre à lire et à dévorer tout ce qui lui passe par les mains, tout, absolument tout. Il commence à se former d'une façon phénoménale. Et il dit, je commençais à recopier le dictionnaire. Il est en train de se rendre compte que l'un des instruments de sa libération, c'est l'affirmation de soi, mais l'expression de soi, la capacité de se dire là où on est. Et il a accès pour la première fois en prison à la réalité du pouvoir, du savoir et de la parole. Et il en est tout à fait conscient. Il est tout à fait conscient qu'il va falloir qu'il se forme. Mais attention, là ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il va mettre sa formation au service de sa réaction. Et il n'y a rien que de plus naturel. Il est dans un rapport avec son environnement réactif, conflictuel. Ce qu'encore une fois, traverser les banlieues de France, traverser les cités, les banlieues d'Angleterre et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte de la même attitude, elle est naturelle. La première affirmation que j'ai de moi quand j'ai été nié, c'est de réagir à qui m'a nié et envers qui j'ai été nié. Et le discours va se faire de cette façon-là. Et Malcolm X va devenir un être tout à fait particulier, avec une discipline quant à l'enseignement tout à fait particulier. Il est quelqu'un qui se forme et qui a compris une chose. Tu veux défendre tes droits? Tu veux être un être humain qui est et qui se respecte, tu dois te former. Et il a un souci étonnant. Il dit lui-même, j'ai changé du tout au tout. Chaque moment de pause, quand nous avions des pauses, j'allais lire. Les moments où j'avais des moments de libre, je demandais des livres. Et il dit une chose qui est tout à fait étonnante, j'étais prisonnier, mais je ne me suis jamais senti aussi libre. Parce qu'il met cet emprisonnement au service de sa formation. Il dit d'ailleurs, par rapport à cette formation, deux choses que j'aimerais quand même vous dire, parce qu'on se rend compte que quelqu'un qui travaille pour la libération de soi et de ses références, le respect de ses références et la libération de soi, il est passé, lui, naturellement, dans l'idée qu'il fallait une formation, qu'on lui avait menti. Il est allé chercher en prison le savoir que dans la société, on lui niait en disant « Mais toi, un noir, qu'est-ce que tu veux faire ?» Avocat, tu peux pas. On lui a nié ceci, on l'a mis dans des conditions impossibles quant à l'accès de la connaissance. Et il dit ceci, « Je comprends maintenant que la lecture éveilla en moi le désir profond, latent de vivre intellectuellement. Je n'aspirais à aucun diplôme. Autodidacte, je m'apercevais un peu plus avec chaque livre que le noir américain était sourd, muet et aveugle. Tous mes quarts d'heure de liberté, je les remplis aujourd'hui encore par la lecture. Je lis tout ce qui me paraît être de nature à aider le noir, car le noir américain constitue un cas honteux d'oppression d'une minorité. Pourquoi s'imagine-t-il que son cas relève de la seule compétence des États-Unis? À cause de deux petits mots qui ne veulent rien dire, les droits civiques. Comment voulez-vous que le noir obtienne ses droits civiques s'il ne conquiert pas d'abord les droits de l'homme, s'il ne commence pas par reconnaître qu'il est partie intégrante d'un des plus grands peuples de la Terre? En d'autres termes, il comprend dans tout ce travail en prison de sa formation, et ça j'aimerais que vous entendiez bien parce que ça va être l'élément qui va complètement révolutionner son rapport. Il se forme. 1, il réagit. 2, il se forme. Quand il est en prison, il est en train d'emmagasiner tout le savoir de Nation of Islam qui fonde son principe sur l'islam, il y a un Dieu. 2, le peuple élu est le peuple noir, donc il y a l'idée d'un sectarisme raciste. Et dernier élément qui est important, c'est la figure de quelqu'un qui se présente comme une sorte de nouveau prophète qui s'appelle Elijah Muhammad. Elijah Muhammad qui est la figure du leader de ce mouvement-là et à qui on doit une obéissance absolument totale et la vénération. Malcolm X trouve dans cette articulation avec The Nation of Islam quelque chose qui est en train de panser ses plaies, c'est-à-dire de répondre à une sorte de vision qu'il a de lui qui est extrêmement négative. Et on s'aperçoit qu'au moment où il sort de prison, il va devenir, en l'espace de quelques années, la figure la plus populaire du mouvement.
Véritablement quelqu'un qui, quand il intervient, il le dit d'ailleurs lui-même, quand il intervient dans un endroit, il y a 7 000, 10 000 personnes. C'est devenu la figure et en permanence, il insiste sur 3 choses. Toute sa construction par rapport à l'islam, elle est fondée sur 3 dimensions. La première des dimensions, c'est le leader, Elijah Muhammad. Et il le vénère. Et il dit d'ailleurs dans son ouvrage, vous savez, je l'adorais plus que ce qu'on dit quand on dit adorer un être humain. En d'autres termes, il y a cette idée du leader qu'il a mythifié, idéalisé. Et il n'arrête pas, chaque fois qu'il intervient, de dire Elijah Muhammad, prenez la photo. Et de ce point de vue-là, instaurant un culte de la personnalité, mais qui est plus, et qui va même jusqu'à l'idolâtrie. En d'autres termes, cet être-là lui restitue sa dignité. Deuxième des dimensions, un discours extrêmement agressif par rapport à la société américaine. Nous sommes des Noirs, nous sommes des nègres, et nous revendiquons cette dimension de notre négritude. Et on a encore des cassettes de cela. Et quand vous entendez les cassettes et les propos, vous avez percevé de quelqu'un qui est d'une violence verbale incroyable. Vous n'êtes rien, vous n'êtes que des blancs, vous nous avez spoliés, nous allons reprendre le pouvoir. Le leader, la réaction et le rejet, un discours extrêmement agressif. Et la troisième des choses, c'est que sa pratique de l'islam, sans être liée à toutes les prescriptions fondamentales de l'islam qu'on appellerait orthodoxe, est extrêmement rigide. C'est une pratique extrêmement militarisée. Extrêmement rigide au sens où, effectivement, ce n'est pas simplement un code moral, c'est vraiment, il faut que tu sois très dur avec toi. Il faut que tu sois extrêmement exigeant avec toi. Donc, une réalité de ce point de vue-là, tout à fait particulière. Et là, quand on doit analyser ça pour nous aujourd'hui, on se dit, c'est quand même étonnant. Faites une petite analyse d'ordre psychologique sur l'évolution. Et vous allez vous apercevoir, effectivement, que c'est sa jeunesse qui le rend vulnérable sur ces 3 plans. C'est effectivement son parcours. C'est que l'idée d'être perdu par rapport à ses références, d'être perdu par rapport à l'image que l'on a de soi, traduit très très rapidement la réalité dans les communautés de pouvoir idéaliser quelqu'un, voire de l'idolâtrer. La vulnérabilité de sa confiance et dans l'incompréhension qu'on peut avoir d'un vrai rapport avec Dieu vous pousse à idolâtrer. Et effectivement, il y a quelque chose qui est dû ici à un parcours qui est le sien et qu'il va lui-même reconnaître. Il va en faire quelqu'un qui est effectivement au-delà de toute erreur. Et c'est ça qui va provoquer la transformation également par la suite. La deuxième des choses, c'est le discours de rejet, le discours de crispation. Le discours de Malcolm X pendant des années, c'est un discours qui est fondé sur le conflit, la revendication, qui n'est pas un discours de construction, qui est un discours de rejet. Et cela aussi, vous vous en apercevez dans toute dynamique sociale. La minorité exclue, quand elle ne se construit pas au travers de projets qui sont effectivement d'affirmation positive, elle ne se conçoit dans sa construction que dans le rejet. Et c'est le retour du pendule. Vous avez été nié et le lendemain, vous commencez à être agressif. Et vous vous apercevez de ceci, même aujourd'hui, dans nos banlieues et de nos cités. Un discours extrêmement agressif par rapport à l'Occident, extrêmement violent, qui croit être fort parce qu'il est agressif, mais qui, dans son agressivité, ne révèle que sa fragilité. Et c'est ce qu'il dit, lui. Il dit, je me suis aperçu qu'en pensant me désaliéner, je m'aliénais une seconde fois. Et ça, il faut vraiment y réfléchir. C'est-à-dire qu'il comprend que le travail de structuration de son discours l'était surtout par rapport aux autres. Et puis la troisième des dimensions, celle que j'ai mis en évidence, c'est la rigidité. Et ça, vous le voyez parfois chez un certain nombre de nos jeunes jusqu'à aujourd'hui. Quand ils viennent à l'islam, ils supposent que plus c'est restrictif, dans leur démarche islamique, hier ils faisaient n'importe quoi. Et tout à coup aujourd'hui, non seulement ils reviennent à l'islam, mais ils en rajoutent en matière de peine qu'ils s'imposent pour avoir l'impression que vraiment ils sont dedans. Et là, de ce point de vue-là, cette rigidité, elle n'est pas la marque d'un équilibre. Elle est la marque qu'on est rigide parce qu'on a été laxiste.
Mais l'islam ne t'a jamais demandé d'être rigide parce que tu as été laxiste. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Si tu vas trop dans l'excès, c'est qu'il y a quelque chose. Tu ne deviens pas musulman parce que tu te reproches de ne pas l'avoir été. Mais si tu deviens comme ça rigide parce que tu as un reproche dans ce que tu as été, c'est que l'équilibre n'est pas atteint. Et il a cette attitude, et c'est ce sur quoi joue The Nation of Islam. Sois extrêmement dur avec toi, montre ta force dans cette rigidité-là, mais ce n'est pas du tout constructif, c'est conflictuel. L'attitude que tu as ne se construit que contre ce que tu rejettes. En d'autres termes, tu n'es pas musulman pour Dieu, tu es musulman contre eux, contre tous ceux qui ne sont pas toi. Et là, c'est vraiment le fait de jouer avec toutes les dimensions des frustrations, mais pas avec les dimensions de la construction intime et spirituelle. On ne fonde pas sa spiritualité à partir de ces frustrations, même si ces frustrations peuvent permettre d'intensifier sa spiritualité. Et tout le discours de Nation of Islam jusqu'à maintenant, même si beaucoup de choses ont changé dans leur discours, mais qu'ils restent quand même liés à cette vision souvent raciste, eh bien, il y a cette dimension de jouer, de surfer sur les inégalités, sur les frustrations, sur le malaise intérieur. Et ça nous pose une vraie question pour nous. Quelle construction de la personnalité musulmane propose-t-on à des jeunes qui disent toujours qu'ils sont musulmans, mais qui sont frustrés de leur identité par rapport à l'image qu'on en représente sur le plan médiatique? Est-ce qu'on va jouer sur une frustration et qui va provoquer une attitude de rejet, ou est-ce qu'on va être suffisamment conscient qu'il faut une éducation profonde pour construire quelque chose qui soit spirituellement équilibré? Ça ne veut pas dire que ce doit être socialement exclu ou socialement en rejet. C'est une question de fond que lui-même a vécue.